Bonjour et bienvenue donc dans le premier 101% qui suit le 505e 101%. Vous êtes donc toujours dans 101%, mais pas le 506 ou le 507, si peut-être le 507. Allez, 507e 101%. Je vous souhaite donc une fois de plus une joyeuse année. Nous allons faire un petit sommaire vite fait, qui sera constitué aujourd'hui du temps perdu. Mais avant ça, nous aurons une interview des développeurs de Namco Bandai. Figurez-vous qu'ils vont nous parler de Skycrawler, un jeu d'avion tiré du film de Mamoru Oshii du même titre. Figurez-vous, et tout de suite les news. Ha. Voilà une petite news qui devrait intéresser les amateurs de RPG PC. La démo d'Age of Decadence est enfin disponible. Age of Decadence est un RPG conçu par Iron Tower Studio, une équipe de passionnés cherchant à retrouver le gameplay et la profondeur des jeux estampillés Black Hive Studio ou Troika Games. Plutôt que de recycler une énième fois les poncifs de l'Heroic Fantasy, Age of Decadence prend place dans une antiquité post-apocalyptique. Imaginez un monde dans lequel l'Empire romain se serait effondré suite à un cataclysme, plongeant le monde dans la guerre et le chaos, chaque faction cherchant à s'accaparer la moindre miette de pouvoir. La démo du jeu propose aux joueurs de créer son avatar pour exploiter la cité en ruine de Mahadoran et surtout de participer à des combats de gladiateurs dans l'arène afin d'apprécier le système de combat au tour par tour du jeu. Évidemment, en tant que petite production indépendante, il ne faut pas s'attendre à des graphismes renversants, mais la profondeur tactique et la richesse de l'univers semblent bel et bien au rendez-vous. On attend désormais la sortie du jeu complet. L'Engmin, l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques, organise cette semaine à Angoulême les ateliers du jeu vidéo ainsi que diverses conférences. De grands noms seront comme d'habitude présents à l'occasion de cette édition 2010, comme Bruno Bonnel le mercredi 13 janvier ou encore Michel Ancel le vendredi 15 janvier. Mais de nombreux autres intervenants issus du milieu du jeu vidéo seront présents, les ateliers étant également retransmis sur Paris à la Cantine dans le 2e arrondissement. Toutes les infos à l'adresse ci-dessous. C'est une certitude, Lupin 3 Shijo Saidai no Zunosen ne sortira jamais chez nous. Et ce, même si la France a pu découvrir au cours des années 90 certains films et TV spéciaux de Lupin, ainsi que les parties 1 et 2 de la série. Pour autant, la popularité au Japon du célèbre cambrioleur, petit-fils d'Arsène Lupin, est inégalable. Depuis le début des années 70, Lupin est devenu une figure incontournable de la Japanimation. L'industrie du jeu vidéo s'est donc forcément penchée sur son cas. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'y a pas eu 12 000 jeux reprenant l'univers de l'œuvre créée par Monkey Punch. Chaque génération de consoles a eu droit à son épisode, mais rien d'exagéré à l'image de Dragon Ball ou de Naruto plus récemment. Bref, voici le premier essai sur la portable de Nintendo. Il s'agit d'un jeu d'énigmes intégrant quelques phases d'action, mais surtout des moments de réflexion intense. Sortie prévue pour le 4 février. Alors maintenant c'est l'heure de l'interview de Skycrawlers, des deux développeurs de chez Namco Bandai. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? D'abord, le film n'est pas si génial que ça. Et il n'est toujours pas sorti en France. Mamoru Oshii nous ennuie un petit peu depuis Ghost in the Shell et Pat Labor 1 et 2. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne me concerne que moi. Vous pourrez en discuter à loisir sur tous les forums de France et de Navarre. Mais en attendant, Namco Bandai, donc de cette fusion, est né des jeux qui sont devenus beaucoup plus intéressants que les années 90, car figurez-vous qu'à l'époque, Bandai était sacrément réputé pour faire des vrais jeux de licence de merde. Ah, comme par exemple les fameux Dragon Ball sur 16 bits Nintendo, ou même les Ranma, ou voir les Kamen Rider pour faire plaisir à Alex. Tout de suite, on va donc voir cette fameuse interview que Alex avait croisé ces deux développeurs, pas français mais c'est pas grave, au Tokyo Game Show pour nous parler de Skycrawler sur Wii, un jeu de combat qu'il est bien, sachant que Namco étant la référence des jeux d'avion avec leur fameuse série de S-Combat, où on en est au 4 ou 5.
Il est prévu pour février, mais il est déjà disponible depuis octobre 2008. Eh bien, Skycrawler aura mis plus d'1 an avant d'arriver chez nous. Ce jeu est tiré du film du même nom réalisé par Oshii Mamoru, lui-même déjà adapté d'une série de romans. Développé par l'équipe responsable de la série des Ace Combat, Skycrawler est un jeu de combat aérien très orienté action qui mise beaucoup sur le spectaculaire des situations. Nous avons pu croiser lors du dernier Tokyo Game Show le réalisateur et le producteur du jeu pour une petite interview. スカイクローラーは日本では小説が原作でありまして、その小説の原作をですね、日本を代表するそのアニメーション監督である押井守監督が劇場アニメにしようということでアニメーションの制作が行われていました。そこで我々もですね、そのプロジェクトは非常に面白そうだなと、ちょっと少年少女たちが死ぬことのできない体で戦争にショーとしての戦争に入っていってしまうという、少しこう物悲しいというかですね、今の少年少女にこう体験してもらいたいというメッセージが込められていたので、ゲームの方でもですね、そういった雰囲気を持ちながらゲームとして楽しいと言えるような作品にしようと思いまして、そこで、うちでいうとエースコンバットが飛行機ゲームとしてありますので、立ち上げたエースコンバットを立ち上げた加藤に、話を持っていったというような流れで、立ち上がりました。まもなくターゲットに到着します。攻撃を開始します。まずは、Wii というのはですね、どちらかというとポップというかファミリー向けの、色使いのゲームが非常に多くて、エースコンバットを今までやってきたようなああいうリアルな色、それからリアルな空間がその中に作れるのかということが非常に最初の課題でした。で、そのリアルさというか、なんていうんでしょうね、空間とか空の綺麗さをどうやって表すかっていうことの最初の我々の課題として取り組んだのが雲でした。で、その雲も、おそらくWii を限らず、他のプラットフォームのフライトシューティングゲームを見ていただいても、これほど雲がふわふわとしていて、迫ってくるような感じに見えるようなシューティングゲームは他にないというぐらい、感じていただけるような雲を作っているつもりです。今回、このゲームは非常に特徴のある操作をやります。で、このヌンチャクを操縦桿、フライトスティックだと、持って操縦します。そして、Wii リモコンがスロットルレバーになります。で、スロットルレバーを立てるとスピードが上がる、それから戻すとスピードが落ちる、そういうような、ゲームになっています。普通の Wii のリモコンとヌンチャクの持ち方とは逆の持ち方をするというのがすごく特徴的な操作ですよね。で今、リアルタイムレンダリングで行っているデモが始まっていますが、これはもうすでに、フル 3D で作られている空間です。で、お話は先ほどのアニメーションだけじゃなくて、この実際のゲームの中でも、いろんな会話によってどんどん進んでいきます。さあ、じゃあ雲をご覧ください。一旦ちょっと雲の中に入ってみますね。はい、ゲージが出ました。そしてレベル1になったところで、うまくボタンを押すと、実は自動的に敵の、バックを取ってくれるというようなシステムになっています。レベル1来ました。そして敵の真後ろにピタッとついて、射撃をすれば弾が当たると。またキャッチできました。そして敵の後ろにつきます。そして敵を撃墜すると。これをどんどん繰り返していって空中戦をやっていきます。ですから、機関銃で敵を撃ち落とす、非常に広い 3D の空間の中ですから、その中から小さな敵を見つけてそこに機関銃を当てる、とても難しいように思うんですけれども、実はこのゲームはそこが非常に簡単にできる、この、タクティカルマニューバーコマンドというシステムで簡単にできるように作られています。That's it, Lynx. Yeah, shake him up.
Wii のゲームでここまで背景や環境設定がですねリアルに臨場感がありながら緻密に描かれているのはこれ割とさすがエースコンバットチーム自信ありますのでちょっと街に今から近づいてみますのでですねそこの美しさもぜひ見てもらいたいなと思います。この辺にカモメが飛んでるんですね。カモメが飛んでる。カモメはもちろん撃てません。Et alors, vous étiez en manque de temps perdu, vous aussi. Eh bien, c'est normal, nous allons voir tout de suite un temps perdu sur les jumeaux qui bougent. Bonjour, 3 propositions de super boulot au chaud, très bien payé, ça le fait. Mais c'est à 10 000 km d'ici, et il vous faudra donc financer votre départ. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas parlé d'une nouvelle production Motion Twin. Non pas que la fort sympathique société bordelaise ait été inactive en 2009, loin de là, comme le prouve l'excellentissime Skyward. Non, cela est seulement dû à l'incroyable inefficacité du journaliste de cette splendide émission que vous aimez tant. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à m'en vouloir et surtout à vous précipiter dessus, il n'est jamais trop tard. Mais bon, si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est avant tout et surtout pour découvrir dans la joie et la bonne humeur ce nouveau et merveilleux site communautaire qu'est Muxu. Et dans Muxu, il y a plein de choses. Commençons tout d'abord par Fever. Reprenant à son compte le principe d'un WarioWare, il faudra ici enchaîner tout un tas de mini-jeux. Un petit peu de curling, du mémo, puzzle, des mouches à cogner, des taupes à taper, des papillons et des boules, des pots pourris, du pong, du karaté corbeau et plein d'autres trucs. Chaque partie vous permettra de gagner des glaçons qui, eux-mêmes, vous permettront d'acheter diverses options qui iront du simple joker au mode de jeu supplémentaire. Bien sûr, les résultats apparaissent en ligne et il ne tient qu'à vous de devenir le leader de la ligue. Intrusion est quant à lui une sorte de simulateur de hacker. Vous êtes un petit piratin en herbe à qui diverses missions sont confiées. Entre règlements de compte, taquinerie industrielle et contre-espionnage, vous aurez de quoi faire. Durant vos petites balades online, vous pourrez aussi fouiller dans les dossiers de vos victimes pour y trouver des fichiers compromettants, mais aussi des programmes, des codes de carte bancaire, bref, tout un tas de petites choses que vous pourrez ensuite monnayer au marché noir pour vous faire du blé et ainsi acheter de nouvelles missions, de nouveaux virus anti-antivirus, etc. Plutôt classieux, bien foutu et avec une ambiance très réussie, Intrusion est une petite perle à essayer au plus vite. Enfin, Kingdom est un jeu de stratégie. Enfin, est une sorte de Tetris. Ou alors, c'est un jeu de stratégie Tetris. Ok. En fait, dans Kingdom, vous êtes le seigneur d'un bled super paumé, au milieu de plein de gens tout aussi paumés que vous. Et pour faire de ce bled un royaume, il va falloir embaucher des paysans, puis des bûcherons, puis des soldats, puis plein de gens. Des gens qui, comme dans bon nombre de RTS, devront produire de la matière première qui permettra de construire des trucs qui aideront à nourrir d'autres gens, etc. Mais pour faire tout cela, il faut passer par une sorte de petit jeu où il s'agit d'aligner horizontalement et verticalement des épis de blé, de l'or, des marteaux et d'autres choses en fonction de vos besoins, mais surtout en fonction de ce que vous pouvez faire. Et après, c'est la fête. À vous les conquêtes de terres inexplorées, les alliances solides ou temporaires avec vos amis et les attaques de contrées ennemies. Ne vous y trompez pas, Kingdom, c'est bon. Alors, Muxu, c'est un peu tout ça, mais c'est aussi d'autres jeux à venir, la possibilité de lier son compte avec ceux des autres jeux Motion Twin, une communauté active et sympathique, et surtout le moyen de perdre plein de temps
Et pour ceux qui aimeraient en perdre encore plus et soutenir le développeur, il est possible d'acheter des parties et des tours supplémentaires pour y passer des heures entières. Et là, vous n'allez pas le croire, mais ça tombe extrêmement bien, car il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Zelda, c'est une licence qui fonctionne, qui marche, qui n'a toujours pas pris un petit détour cinématographique comme l'ont fait d'autres séries bien avant elle, aussi vieilles qu'elle, comme Metal Gear Solid ou je ne sais pas, Final Fantasy, mais on en discutera un tout petit peu plus tard. Donc nous fait l'honneur de réapparaître sur No Life à travers la formidable rubrique de Julien Pirou, Retro and Magic. Très important parce qu'elle sera en 3 parties et ce soir on voit la première partie. De toutes les séries créées par Miyamoto Shigeru, il y en a une qui tient une place spécifique dans le cœur des joueurs, The Legend of Zelda. Quête initiatique dans l'univers médiéval fantastique d'Hyrule menacé par les forces du mal, les Zelda font partie des joyaux intemporels du jeu vidéo. Voici la première partie de la Triforce de Retro and Magic. Miyamoto raconte qu'il aurait eu l'idée de The Legend of Zelda en repensant à sa propre enfance, lorsqu'il partait explorer les collines et forêts qui entouraient sa ville natale. Lorsque le jeu sort en 1986, il fait sensation. Jamais on n'avait alors connu un gameplay mêlant aussi ingénieusement aventure et RPG. De l'aventure, Zelda reprend le principe de trouver des objets à devoir réutiliser au bon moment pour progresser. Du RPG, de nombreux monstres à pourfendre et des donjons à explorer. Ce mélange n'est pas non plus totalement inédit, on en retrouve les prémices dans un titre sorti presque 10 ans plus tôt sur Atari 2600, Adventure. The Legend of Zelda raconte la quête d'un jeune héros nommé Link. Le maléfique monstre Ganon a enlevé la princesse Zelda pour obtenir la Triforce sacrée. Plutôt que de laisser Ganon l'obtenir, Zelda a brisé la Triforce en 8 morceaux cachés dans des donjons. La mission de Link sera donc de retrouver ces 8 fragments, délivrer Zelda et oxyre Ganon. Lorsque le jeu est terminé, le joueur débloque le mode Second Quest, qui propose une difficulté plus élevée et des donjons différents. Si Zelda a marqué les esprits, c'est aussi grâce à son thème musical inoubliable signé Kondo Koji, déjà compositeur des ritournelles entêtantes de Super Mario Bros. Ce thème est une véritable signature pour la série et transporte à lui seul dans un monde d'aventure et de danger. Zelda 2 est un bien étrange épisode dans la série. Plutôt que de décliner le gameplay du premier jeu, Miyamoto décide de revoir entièrement sa copie et de proposer un style de jeu totalement différent. Les donjons se déroulent désormais en vue de côté à la manière d'un jeu de plateforme, et l'aspect RPG est beaucoup plus présent. En effet, Link gagne cette fois-ci des points d'expérience qui lui permettent de monter en niveau et d'améliorer à chaque niveau une de ses caractéristiques. Link devra également interagir avec davantage de personnages non joueurs pour obtenir des indices pour sa quête. Notoirement plus corsé que son prédécesseur, Zelda 2 en est la suite directe. 6 ans se sont écoulés depuis la défaite de Ganon. Un beau jour, Link voit apparaître le symbole de la Triforce sur le dos de sa main. Ce stigmate démontre qu'il est lui-même le détenteur de la Triforce du Courage, l'une des 3 parties de l'artefact. Sa mission sera de trouver un moyen de réveiller une princesse Zelda des temps jadis, plongée dans un sommeil éternel depuis des siècles. Mais Link doit aussi prendre garde aux pièges tendus par les acolytes de Ganon. En effet, ceux-ci ont besoin du sang du héros au bonnet vert pour ramener leur diabolique maître à la vie. Zelda 2 n'a pas été développé par la même équipe que l'original, ce qui explique l'orientation très différente du titre. Toutefois, on retrouvera un clin d'œil à ce jeu dans Ocarina of Time. En effet, les 7 sages portent les noms des villages de Zelda 2, comme Raoru, Ruto, Saria. Considéré par les fans comme le meilleur épisode de la série, A Link to the Past est certainement l'épisode qui aura su transcender le gameplay instauré dans le premier épisode pour proposer une aventure véritablement magique et inoubliable. Tout commence par une nuit d'orage. Le diabolique sorcier Aghanim a pris le contrôle du château d'Hyrule et assassiné le roi, ainsi que l'oncle de Link qui avait essayé de sauver la princesse Zelda.
Ramassant l'épée de son oncle mourant, le jeune Link se lance dans une quête épique pour empêcher Aghanim de sacrifier Zelda pour ouvrir les portes de la Terre d'Or, un royaume sacré où reposerait la divine Triforce. L'aventure de Link le conduira à explorer le royaume d'Hyrule avec ses lieux emblématiques, les bois perdus où repose l'épée sacrée, le village Cocorico, la montagne de la mort, la rivière des auras, mais aussi un monde parallèle dominé par les forces du mal, le monde des ténèbres. A Link to the Past développera également l'histoire de la Triforce et de Ganon. C'est dans ce jeu qu'il est mentionné pour la première fois qu'avant d'avoir l'apparence d'un monstre porcin, le méchant emblématique de la série était un voleur humain nommé Ganondorf, qui avait voulu pénétrer dans la Terre d'Or pour s'emparer du pouvoir des dieux. A Link to the Past est long, avec ses 10 donjons et sa multitude de trésors cachés et de secrets à découvrir. Kondo Koji s'est surpassé sur ce titre, offrant des thèmes musicaux mythiques, à commencer par celui du monde des ténèbres. S'il n'est pas exceptionnel d'un point de vue graphique, A Link to the Past a un style bien à lui, charmant, coloré et toujours très lisible. Il reste, 18 ans après sa sortie, l'un des tout meilleurs jeux d'aventure jamais créés. En 1995, Nintendo lance son système Broadcast Satellaview, qui permet de télécharger des jeux par satellite. L'un des titres exclusifs proposés sur ce système est un remake 16 bits du tout premier Legend of Zelda. Quoique remake n'est pas le terme correct. Il s'agit en fait d'une third quest du jeu, c'est-à-dire que le plan des donjons est une fois de plus différent. Une Force Quest sera également proposée au téléchargement. A noter que le temps de jeu était limité et que l'on n'incarnait pas Link mais la mascotte du système Satellaview, qui pouvait, selon les choix du joueur, être un garçon ou une fille. Deux ans plus tard, Nintendo propose à nouveau un jeu Zelda sur Satellaview. Il s'agit cette fois-ci d'une quête additionnelle pour A Link to the Past. Ce nouveau scénario envoyait le joueur à la recherche d'anciennes tablettes de pierre dispersées dans Hyrule. L'aventure était découpée en 4 épisodes, publiés au rythme d'un par semaine. Chaque épisode devait être terminé en moins d'1 heure. L'autre particularité du jeu est qu'à l'exception du thème principal, sa bande-son n'était pas jouée directement par la Super Nintendo, mais était en fait constituée de morceaux diffusés en ce qu'on pourrait considérer comme du streaming, avec une qualité sonore plus élevée. Si pour beaucoup les plus belles pages de la légende de Zelda furent écrites à l'ère 16 bits, la série avait encore plus d'un atout dans sa manche, comme nous le verrons très prochainement. Oui, non, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure avec Alex, parce que j'aime bien parler entre les prises avec Alex Pilot pendant que vous regardez nos formidables rubriques. Eh bien, non, moi je trouve personnellement que les jeux vidéo ont pris un vrai tournant ces derniers temps, surtout les vieilles licences, que ce soit Castlevania, on voit ça avec la dernière bande-annonce, ou Final Fantasy, ou... C'est le côté grand public, énorme Hollywood. Hollywood, les jeux deviennent vraiment hollywoodiens, quoi. Et je trouve que Zelda, ça fait partie d'une des seules et rares dernières licences qui finalement ne prennent pas ce chemin. Voilà, qui est pourtant sacrément à la mode, on le voit bien avec Uncharted 2, Batman, tous ces trucs-là qui font maintenant les plus grosses ventes, les fameux hits de nos jours, n'est-ce pas Alex hein? Oui, MGS, GTA. Donc, est-ce que, à ton avis, un jour, Zelda ou même d'autres licences de Nintendo vont prendre ce chemin-là ou ils vont se cantonner à vraiment faire du jeu vidéo? Ça, on n'en sait rien, on demandera à Miyamoto le jour où on va dîner avec lui. Mystère et Monde d'Homme. Ouais, on verra ça. Ah, et puis au revoir, c'est la fin du 101%. À après-demain.